ceux qui s'en souviennent, c'était le Paris du Moyen-Orient. Une ville d'échange, de culture et de lumière, mais aussi de diversité et de tolérance. Beyrouth, avant la guerre, rassemble juifs, chrétiens et musulmans, avec un rayonnement culturel qui dépasse largement les frontières du Liban. Et pourtant, des tensions existent déjà, surtout au sein de la majorité musulmane, lasse d'être dirigée par un gouvernement à majorité chrétienne. En avril 1975, une église est attaquée, puis, seulement quelques heures plus tard, un bus. Une attaque dans laquelle 27 Palestiniens sont tués et qui marquera pour beaucoup le début de la guerre. Nous ne voulons plus de la guerre, nous en avons assez de la guerre et du sectarisme. Nous ne voulons pas d'autres victimes. Le 13 avril est un mauvais jour de l'histoire libanaise. En 1976, la Syrie intervient. Beyrouth est alors divisée en une moitié chrétienne et l'autre musulmane. Entre les deux, une ligne, un no man's land où seules les mauvaises herbes survivent, la ligne verte. Suivront alors des années de guerre sanglante entre musulmans et chrétiens, mais aussi entre armées et milices rivales. Tour à tour, les alliances se font et se défont, la violence s'intensifie et la haine remplace la tolérance d'autrefois. En 1982, c'est Israël qui envahit le pays pour essayer d'en finir avec l'Organisation de libération palestinienne. Dans les camps de Sabra et de Shatila, des milliers de Palestiniens sont tués par les milices chrétiennes alliées des Israéliens. Des centaines d'Occidentaux seront également victimes du conflit. Près de 300 casques bleus y perdront la vie et les milices musulmanes prendront également de nombreux otages. Après 15 ans de conflit et plus de 120 000 morts, un accord de paix est enfin signé en 1989. Une paix qui a toujours été fragile, mais qui n'a jamais été autant menacée qu'elle l'est aujourd'hui par l'instabilité de la Syrie voisine. Reportage tout de suite de nos correspondants à Beyrouth, Lucie Filder et Célim El Medeb, pour Billet Retour. Le Ring, une autoroute urbaine qui relie ce qu'on appelait Beyrouth Est et Beyrouth Ouest pendant la guerre civile. Cette ancienne ligne de front est aujourd'hui constamment encombrée. 25 ans après la fin du conflit, Beyrouth a fait peau neuve. Les yachts des millionnaires s'entassent dans la marina et le centre-ville a été entièrement reconstruit. Hello. Boutiques de luxe et soupes flambant neufs ont été conçues pour une clientèle internationale qui a déserté les lieux à cause de la guerre qui fait actuellement rage en Syrie voisine. Ici, les cicatrices de la guerre civile libanaise disparaissent peu à peu sous une forêt de tours qui envahit l'horizon. Seuls quelques bâtiments détruits dressent encore leurs carcasses de béton dans le ciel de la ville. Le plus connu est sans doute l'hôtel Holiday Inn. Cet ex-temple du luxe, surmonté par un restaurant tournant, a ouvert en 1973, 2 ans seulement avant le début des hostilités. Assaad Chaftari n'avait pas mis les pieds ici depuis près de 40 ans. La dernière fois, il portait les armes. C'était un des endroits les plus célèbres du pays. C'est terrible de penser que tant d'hommes, dans notre camp comme dans l'autre, sont morts ici pour ce tas de béton. Dominant le centre-ville, repère parfait pour les snipers, l'Holiday Inn est au cœur de la bataille des hôtels qui éclate en 1975. Assaad appartient alors à la Phalange, une milice chrétienne qui défend le secteur face aux combattants nationalistes arabes Mourabitoun. Ces derniers l'emporteront. Cette vidéo de propagande montre les dégâts causés au centre-ville dès la première année du conflit. Simple soldat au début de la guerre, Assaad est devenu, au milieu des années 80, le numéro 2 des services de renseignement des forces libanaises. Nous ordonnions à nos hommes de tuer, d'assassiner, de kidnapper, d'interroger. En fait, j'ai fait tout ce que la guerre peut vous obliger à faire. En 2000, après 10 années de réflexion et d'interrogation, Assaad a présenté des excuses publiques. Il reste le seul milicien de haut rang à l'avoir fait à ce jour. Voici la lettre que j'ai écrite pour m'excuser. Dans cette lettre, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas ramener les morts à la vie, mais on peut essayer d'empêcher certains de devenir des tueurs à leur tour. C'est l'heure de la leçon d'histoire dans cette école de Hadass dans la banlieue sud de Beyrouth. Sujet du jour, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. À 14 ans, ces adolescents n'ont jamais entendu leur professeur parler de leur guerre.
On ne sait pas comment la guerre civile a commencé. Je ne sais pas grand-chose là-dessus. C'était peut-être à cause du confessionnalisme. Leur professeur admet qu'il vaudrait mieux que ses élèves connaissent leur passé pour pouvoir se construire un avenir. Problème, le ministère de l'Éducation refuse d'enseigner l'histoire du Liban après l'indépendance obtenue en 1943. On n'aborde pas cette période parce qu'on craint que cela mène à des provocations à caractère confessionnel et que ça crée des tensions entre élèves. La guerre civile est encore trop récente pour nous, trop vive dans nos mémoires. Dans 50 ans peut-être, les élèves pourront en parler. Pour Assaad, au contraire, il faut agir maintenant. Ce soir, avec 2 autres anciens miliciens, il va prêcher la non-violence auprès de ces jeunes Libanais. Il leur raconte comment des militants pacifistes lui ont ouvert les yeux. Pour la première fois, j'ai osé me regarder dans le miroir. Je n'y ai vu que le laideur. J'ai vu tout ce que j'avais fait et tout ce que je ne faisais pas. Aujourd'hui au Liban, la plupart des foyers possèdent encore au moins une arme et les tensions confessionnelles augmentent de jour en jour. Assaad redoute le déclenchement d'une nouvelle guerre civile. Le danger, c'est que notre génération ne transmette pas ce qu'elle sait à la génération suivante. Les jeunes pourraient facilement basculer et se laisser aller à suivre leurs instincts. Mais à Beyrouth, la plupart des jeunes préfèrent laisser le passé là où il est. Un samedi soir au Sporting Club, Yasmine Saharout, nom de scène Ladybug, chauffe la foule. Malgré tous les problèmes qu'on y rencontre, Beyrouth reste la capitale incontestée de la vie nocturne dans le monde arabe. Yasmine n'y voit là rien d'étonnant. Selon elle, les jeunes Beyrouthins ne supportent pas de voir leur ville réduite à son passé tragique. La plupart des gens de mon âge veulent juste passer à autre chose. Ils veulent s'oublier et avancer dans la vie, aussi loin que possible de la guerre. DJ la nuit et monteuse vidéo le jour, Yasmine s'estime chanceuse. Beaucoup aimeraient avoir ne serait-ce qu'un emploi. Seulement voilà, l'économie du pays, déjà instable, s'est effondrée dans le sillage de la crise syrienne. Presque tous mes amis sont partis parce qu'il n'y a pas de travail ici. Je dois constamment me refaire de nouveaux amis. Quasiment personne n'arrive à trouver du travail au Liban. Comme la plupart des Libanais aisés, Yasmine va à la plage chaque semaine pendant l'été. Aujourd'hui, c'est à Jiyeh, une station balnéaire au sud de Beyrouth, qu'elle va oublier ses soucis avec ses proches. Pour sa mère, la joie de vivre, même dans l'adversité, est un des traits marquants du peuple libanais. Ici, on aime la vie parce que la mort n'est jamais loin. Quand la mort est là au quotidien, eh bien, la vie doit l'être aussi. Ça équilibre les choses. L'oubli, même temporaire, est un luxe presque inaccessible dans le camp palestinien de Shatila, où règne une pauvreté endémique, aggravée par l'afflux massif de réfugiés syriens. Un des pires massacres de la guerre civile a été commis ici en 1982. Des commémorations sont organisées chaque année à la mi-septembre. Mohamed Srour avait 20 ans quand la phalange chrétienne, soutenue par l'armée israélienne, massacra entre 800 et 3600 Palestiniens et Libanais. Les hommes en âge de combattre, comme Mohamed, avaient fui le camp, pensant que les femmes, les enfants et les personnes âgées seraient épargnés. Il y a des traces de balles ici et là. Vous pouvez les voir sur cette photo. Le père, les 3 jeunes frères et la sœur de Mohamed, encore bébé, furent massacrés ici même dans la maison familiale. Son fils Abbas connaît les détails par cœur. Voilà mon grand-père. Ça c'est tante Shadia, oncle Farid, oncle Shadi et là, oncle Nidal. Si tu voyais ceux qui ont tué ton grand-père, ta tante et tes oncles, nos proches, qu'est-ce que tu ferais? Je les tuerai comme ils ont tué notre famille. Mohamed estime que c'est son devoir de s'assurer que son fils n'oublie jamais. Je le fais pour qu'il apprenne à se défendre et à affronter la réalité. C'est ce que je lui apprends. Mais je ne lui enseigne pas l'amour du meurtre. Pas du tout. Pendant la majeure partie de la guerre, Mohamed a combattu pour le Fatah de Yasser Arafat.
Il a longtemps été recherché par l'armée israélienne. Évidemment, je voulais me venger des tueurs et des criminels qui avaient commis le massacre, tout spécialement ceux de l'ennemi sioniste. On avait formé des groupes armés et on attaquait leurs bases et leurs patrouilles. La guerre civile a divisé Beyrouth en enclaves confessionnelles sur lesquelles règnent encore des seigneurs de la guerre, vivants ou morts. Ici, Bachir Gemayel, assassiné en 1982, veille toujours sur le quartier chrétien d'Ashrafiyeh. Rasha Al-Amin, 25 ans, vit à Shia, dans la banlieue sud, bastion du Hezbollah chiite. Son père est le représentant local du parti Amal, allié du Hezbollah. On attend le retour de l'électricité. Ça a coupé? Oui, on a seulement 2 heures le jour et 2 heures la nuit. Les coupures d'eau et d'électricité sont un sujet de conversation quotidien à Beyrouth. Générateurs et camions-citernes font partie du décor. Dans un pays où l'État est faible et les infrastructures délabrées, la population s'en remet volontiers aux partis politiques qui contrôlent toujours de véritables territoires. Il y a beaucoup d'endroits comme ça par ici. Les gars de Hamal ou du Hezbollah se rassemblent, fument le narguilé et essayent de résoudre les problèmes du quartier. Quand il y a un incident, on intervient. On réunit les partis et on essaie de les réconcilier. Rachid Al-Amin a combattu pendant la guerre civile. Mais Rasha, né 2 ans avant la fin du conflit, a grandi sans presque rien connaître du passé de son père. Je me rendais compte que les gens avaient toujours peur de mon père, qu'ils le craignaient et qu'ils venaient lui demander son aide. Je n'avais pas vraiment réalisé qu'il avait combattu. Pour Rasha, cette absence de curiosité est typique de sa génération. Mais tout a changé pour elle le jour où elle a décroché un emploi dans cette ONG. Chez Oumam, elle a contribué à créer le plus vaste fonds documentaire sur la guerre civile libanaise. Voici notre site internet, Travail de mémoire. Il y a plein de sections différentes. Ces archives en ligne contiennent des documents sur les personnes assassinées ou portées disparues. On y trouve même une carte des charniers supposés, car seulement 2 ont été formellement identifiés. Rasha a passé des mois dans cette pièce qui contient plus de 20 000 articles de presse, aujourd'hui numérisés. Très rapidement, elle s'est mise à lire tout ce qui lui tombait sous la main à propos de la guerre civile. Au départ, je trouvais tout cela un peu stupide, puis j'ai réalisé que nous faisions quelque chose de très important, parce qu'ici au Liban, on n'a pas de mémoire collective ou de livre d'histoire commun. En fait, on ne sait rien. Plus Rasha en apprend, et plus la ressemblance entre passé et présent lui saute aux yeux. L'année dernière, alors qu'elle lisait un article datant de 1985 sur un attentat dans le quartier voisin de Bir al-Abed, l'histoire s'est tout simplement répétée. L'explosion s'est produite pendant que je lisais l'article. C'était vraiment effrayant. J'ai lâché mon journal et j'ai couru sur les lieux. Je ne savais plus ce que je faisais. J'ai parfois le sentiment que c'est arrivé pour me permettre de voir à quoi les événements passés, à propos desquels je lis toute la journée, ressemblent dans la réalité. Chez Mariam Saïdi, le passé ne passe pas. Son fils a disparu en 1982, alors qu'il n'avait que 15 ans. Depuis, elle peint et elle sculpte pour affronter sa douleur. Les gens me disent « Arrête de le peindre. Pourquoi tu ne peins pas autre chose ?» Ils ne savent pas qu'aucune sculpture, aucun tableau ne pourra mettre fin à l'histoire de Maher. Elle continuera tant que je serai en vie. Aujourd'hui, Mariam est descendue au centre-ville pour manifester aux côtés d'autres parents de disparus. La police empêche le défilé d'atteindre le palais du Premier ministre. Près de 17 000 personnes auraient disparu pendant la guerre. Les manifestants réclament que l'État rende public un rapport sur cette question, réalisé en 2000, mais resté secret jusqu'ici. Nous avancerons même si ça mène au bain de sang. Vous n'êtes pas nos ennemis. Mariam crie aux agents qu'ils devraient se montrer plus compréhensifs avec la cause des manifestants. Une trentaine de soldats et de policiers ont été récemment enlevés par les djihadistes. Des gens ont été enlevés pendant la guerre et d'autres sont enlevés aujourd'hui. C'est la même chose. Les mêmes seigneurs de la guerre sont toujours au pouvoir depuis 1975. Voilà leur héritage. Après 30 années de recherche, Mariam a enfin découvert ce qui était arrivé à son fils. C'est ici, à la faculté des sciences de l'université libanaise, qu'il a livré son dernier combat.
En 1982, l'adolescent avait rejoint la milice du Parti communiste. Ils sont venus en croyant pouvoir empêcher l'armée israélienne d'entrer dans Beyrouth. Ils n'avaient que des armes légères. Mariam a planté 7 arbres sur le campus en souvenir de son fils, après qu'un ex-milicien libanais combattant dans l'autre camp lui ait révélé son sort. « Nous n'avons fait aucun prisonnier », lui a-t-il dit. « S'il ne s'est pas échappé, c'est qu'il est mort. » Mariam affirme ne pas vouloir se venger. La guerre civile emporte et fait souffrir tout le monde. Ce milicien aurait aussi bien pu être tué, et mon fils être celui qui rentre à la maison. Une fois j'ai aperçu cet homme de loin et ça m'a suffi. J'ai pensé, Dieu a voulu qu'il retourne auprès de sa mère et que Maher me soit enlevé. Que puis-je y faire? Le milicien lui a donné assez d'éléments pour lui permettre de retracer l'histoire de la mort de son fils. On pense que ces impacts marquent l'endroit où une partie des jeunes combattants ont été exécutés. Quelques mètres plus loin, Mariam s'arrête devant un petit coin de terre. On m'a dit qu'il y avait un charnier ici. C'est là qu'il repose. Et bien sûr, ça signifie beaucoup pour moi. Mariam attend que l'État se décide à localiser et ouvrir les charniers, dans l'espoir que son fils soit formellement identifié pour pouvoir lui dire au revoir une dernière fois. Comme tout un pan de l'histoire récente du pays, les disparus restent enfouis dans l'ombre, de peur que les fantômes d'hier ne viennent troubler la fragile paix d'aujourd'hui. Un reportage de Lucie Filder et Selim El Medeb. N'oubliez pas, vous pouvez revoir tous les autres épisodes de Billets Retour sur France24.com. À très bientôt.